Bonjour tout le monde, c'est David. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait la vidéo. J'attendais les 2 jours, les 10 semaines des premières vidéos que j'ai faites sur la bipolarité en l'occurrence. Même si ma chaîne ça parle de musculation, de VIH. Parce que pour ceux qui viennent me rejoindre, en fait, j'ai ouvert une chaîne il y a à peu près une quinzaine de jours. Car je suis depuis à peu près un an, je vais à Sésame ou dans des annexes auprès de chez moi pour avoir ma- mon traitement lié à la bipolarité, quoi. Donc, une fois par mois, en fait, on se voit. Alors, en ce moment, des fois, on se voit par WhatsApp, à m'envoyer les ordonnances, quand même. Donc, là, ça fait pile poil un an que j'ai repris les traitements et j'avais envie de faire un point positif et un point négatif par rapport à tout ça. Donc, mais avant ça, j'avais envie quand même de remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes concernant, des personnes séropositives aussi, mais beaucoup des personnes avec la pathologie de la bipolarité. Et ça, franchement, je pense que les gens l'ont perçu dans mes premières vidéos, car j'attendais vraiment ça, d'échanges avec des personnes qui, de leur côté, ont des galères, ont des crises, passent par l'euphorie, par la mélancolie, par la tristesse. Et moi, j'avais envie de pouvoir justement échanger par rapport à ça. Et, euh, et c'est chose faite. J'ai 3 personnes, donc je tiens à remercier, que je ne me trompe pas dans les prénoms, je tiens à remercier Ludovic, qui habite sur Nantes, qui a à peu près le même âge que moi, hétéro par contre lui. Donc, je précise parce que sinon les gens ils vont croire des trucs. Donc Ludovic hétéro a une petite fille et justement ça, lui il est monté dans des crises énormes et le fait d'avoir fait une rencontre amoureuse en fait, et il avait beaucoup de, je vais pas parler à sa place ce soir, mais il avait beaucoup d'idées reçues sur le couple, un enfant, est-ce qu'il va être capable de gérer. Ça c'est des questions auxquelles on pourrait revenir. Après j'ai rencontré Magali, une fille qui vit du côté de Tours. Elle a une cinquantaine d'années. Elle a été diagnostiquée il y a à peu près une dizaine d'années. Et elle m'a envoyé des messages de, de vraiment des messages. Et même on a échangé quand même au téléphone. Même avec Ludovic, on commence à échanger. Parce que justement, le but c'était de s'écrire. Mais le but c'était de, quand on a des galères, quand on commence à voir la crise monter et que on a emmerdé ses proches, eux ils savent ce qu'ils vivent, on vit au même quotidien la même chose. Donc je m'étais dit, je pensais pas que ça allait marcher aussi vite en fait, donc je suis très 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 étonné. Donc je suis très heureux en fait de pouvoir parler de ça et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche qu'on puisse me faire confiance et d'échanger les coordonnées rapidement, de se faire des petites vidéos le matin, WhatsApp, comment tu vas, moi ça va pas, bah allez attends je vais te donner ça comme exercice, savoir ça va marcher sur toi. Donc c'est ça que je recherchais avant tout, surtout sur la pathologie de la bipolarité, vraiment des des aides, des astuces, que d'autres ça marche sur d'autres ça marche sur moi. Il y a plein de choses qui ont marché sur moi cette année. Donc du coup, je vais pouvoir en bénéficier d'autres personnes. Ça se trouve, ça va marcher sur eux, mais moi, ça a marché sur moi. Et j'aurais pas pensé. Donc voilà, remercier Ludovic, Magali et Patricia. Patricia, ouais, ouais, vraiment, franchement, des coups de cœur, franchement, vous m'avez aidé là. Je vais raconter le mois de novembre, la dernière période. Ça, c'est quelque chose de phénoménal à raconter. Parce que il m'est arrivé, je crois que j'ai un ange gardien, mais c'est invraisemblable. Donc, on va commencer à raconter à peu près quand j'ai recommencé à aller au Sésame. C'est l'unité de voilà, psychiatrie. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai fait une tentative de suicide en 2010, en 2016. J'étais en relation avec quelqu'un à ce moment-là. Et on s'était engueulé, si ma mémoire est bonne. Euh, à Interville, Louis il était sur La Rochelle, moi j'étais sur Angers. Enfin, j'ai pas toute ma tête à ce moment-là, mais je devais tenir messages, des messages incohérents. Et oui, désolé, je mets Louane en fond d'écran, je peux pas m'empêcher de l'écouter, c'est doux et tout ça. Et
il a fait venir les pompiers chez moi, quoi. Et après, blackout, ils m'ont pris, ils m'ont emmené aux urgences. J'étais en état de crise, d'euphorie complète, hein, ingérable. Je me rappelle, ils m'ont ligoté à l'hôpital pour, voilà, parce que je voulais essayer de m'échapper. Et ils m'ont fait des piqûres, mais voilà, des piqûres, ça m'a cassé, laisse tomber. Et je me suis réveillé dans une camisole de force en 2016 dans Capitonné. Il y avait des trucs, des plots en mousse, quoi. Ils étaient attachés en plus. Alors là, c'est, comment dire, c'est quand même assez violent quand même, quand tu perds le contrôle de toi-même et que tu es attaché. Et là, moi, j'ai fait un blackout de 3 jours. C'est absolument pas ce qui s'était passé. C'était le trou noir. Quand ils m'ont réveillé, je savais même plus comment je m'appelais, donc c'est pour vous dire. Ça allait revenir exactement, mais je cherchais. Moi, je m'appelle David. Alors, David. J'ai date de naissance, quelle année, voilà, et tout ça. Mais j'ai été dans le brouillard, on va dire, ouais, 3 jours à peu près, quoi. Le temps que j'atterrisse, quoi. Alors, à l'époque, c'était assez radical, hein. On a fait un questionnaire, hein, et le questionnaire, c'était sur ma façon de vivre, en fait. Alors, je suis quelqu'un qui m'est mis dans des galères financières pas possibles. J'étais d'ailleurs, c'est pas un secret, en surendettement pendant des années. D'ailleurs, ça y est, j'en suis plus, donc enfin, ça y est, je revis. Mais oui, j'étais un dépensier, et quand j'étais en état de crise, je dépensais énormément. Je comptais pas, quoi, donc l'alimentation, c'est pareil. Je recevais des amis à la maison et je recevais tout le monde. J'avais pas conscience des risques après, quoi. Après, le psychiatre à l'époque m'avait demandé si mon enfance avait été difficile. Bah, je crois que l'enfance, pas que mon enfance, mais mon enfance en plus en tant qu'homosexuel à l'époque, quand j'étais au collège, était quand même très 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 dur. C'était très difficile pour moi, mais j'ai quand même eu des parents formidables parce qu'ils m'ont quand même entouré. Même si malgré tout en primaire on n'en parlait pas trop, mais c'est arrivé à l'adolescence que j'ai quand même bien commencé. J'avais un look très androgyne, donc là les parents se posaient des questions, ma mère me disait c'est une passade et tout ça, mais c'était pas une passade. Et ça, une fois que je leur ai dit en fait, c'était difficile quand même pour moi parce que de dire à ses parents qu'on est homosexuel, c'est pas facile quoi. De dire pour eux c'est pas voilà, c'est pas la nature exacte des choses quoi. Donc du coup pour par un papa et une maman c'est comme un échec en fait, mais avec le recul quand on en reparle, c'est quand on aime son enfant on est prêt à tout et qu'il soit heureux dans sa sexualité, dans son travail et tout ça quoi. C'est ça les bons parents quoi. Donc moi j'ai eu de très très bons parents quoi. J'ai toujours pu parler de tout et de rien à mes parents, de sexualité, de mes plans cul quand j'en faisais. Ça, pour ça, moi je suis quelqu'un, c'est monsieur sans filtre. Je dis tout ce qui me passe par la tête à mes parents. Parce que j'aime avoir cette complicité-là avec eux. Et j'ai rien à cacher en fait, donc j'ai besoin d'eux en fait. Et c'est très important. Et, et donc du coup, des fois quand j'en parle beaucoup, je me perds. Et ben du coup, j'en perds le fil. 1, 2, 3, 4. Et ben, du coup, j'étais pas spécialement très heureux parce que du coup, c'est pas facile quand on dit son homosexualité à sa mère, même si ça fait des années, moi je l'assume totalement parce que avec des mots à moi, parce qu'évidemment j'étais pas là, le PD à l'école, évidemment que non. Mais moi quand j'étais dans la grande section, oui, toutes mes copines à la classe, ah, je suis amoureuse de telle personne. Alors moi il y avait un garçon qui s'appelait Denis Famille, un truc comme ça, au collège Saint-Louis. Oh là là, j'étais amoureux comme toutes les petites filles quoi. Oh, bah, ça n'a pas duré longtemps quand les parents sont revenus voir les profs pour dire bah oui là quand même David il a des propos quand même, même s'il a 6 ans, il faudrait peut-être commencer à lui apprendre voilà que ça c'est pas bien, voilà les professeurs à l'époque qui tenaient des discours pareils. Donc et là je suis content aujourd'hui, je vous tiens une vidéo parce que je suis pas en crise,
Je suis bien et j'avais envie de vous partager aussi ces moments-là où je suis pas là hystérique à la caméra. Ça, c'est souvent, je suis souvent hystérique, mais j'avais besoin de poser des choses en fait. Donc j'ai été diagnostiqué en 2016 suite à... Biscotte, tu laisses mon chat en train d'embêter Biscotte. Tu le laisses s'il te plaît. Hein. Ça suffit. Non mais oh. Je vous vois tous les deux là. Hein. Attention. Hein. Ouais. On est sage. Hein. Et du coup... Hop, on va caler. Et du coup, quand je suis sorti d'hospitalisation, il me dit bon bah je vais pas y aller par quatre chemins. Vous avez tous les syndromes de la bipolarité type 2. Pour moi, à ce moment-là, je voulais absolument pas entendre parler. J'avais déjà le VIH déjà à gérer, même si je le gère depuis de très très bonnes années en observant mes médicaments, je les prends très très bien. J'ai pas de soucis à faire des rencontres, même plan cul, même des amis. J'ai des amis maintenant dans le milieu du gay, dans le milieu des gays et tout ça. Donc le milieu est petit, mais non, j'ai pas ou peut-être que ça m'affecte pas, mais ça me touche pas en fait la discrimination chez la communauté gay parce qu'elle est quand même très importante chez les gays entre je veux pas coucher avec un séropositif. Alors que s'ils savaient toutes les personnes qui font pas de test des positifs alors qu'ils sont disent négatifs alors qu'ils sont tous la plupart positifs. Enfin bon, ça c'est une façon de voir la communauté gay a beaucoup de discrimination entre elles. Alors faut pas être gros. Faut pas être mince, faut pas être musclé, avoir une belle gueule. Déjà sur les réseaux, passer 40 ans, oh là là. C'est carrément la DLC, elle est prête à partir, faut l'acheter à la poubelle. Hein. Et c'est une communauté, oui, où il y a beaucoup de discrimination, c'est invraisemblable. Quoi. Mais moi, je fais de très bonnes rencontres. J'ai jamais eu de personne qui m'a rejeté par rapport à ma sérologie. Peut-être des histoires amoureuses parce que j'en ai eu. Et dont la dernière, parce que en ce moment j'étais en couple avec quelqu'un. Et ça vient de se terminer parce que c'est pas ce que je recherche du tout dans une relation amoureuse. Voilà. Moi je cherche pas un petit CDI, on baise ensemble de temps en temps et puis on se dit qu'on s'aime. Ah ça c'est pas pour moi moi je suis quelqu'un d'entier, je cherche une relation entière, une relation vraie en fait et pas de prix popo parce qu'il y en a ils ont couché avec toi pendant 3-4 fois en plan cul et ils vont te dire ah là là c'est la love story, David je t'aime, j'ai envie de te revoir et tout ça. Ah déjà sexuellement les plans cul qu'on fait ensemble c'est moyen. Alors explorer une histoire d'amour avec toi ça va pas être possible. Parce que moi je suis un peu comme ça moi. Moi, je me dis, je vais pas aller rencontrer quelqu'un sur les réseaux. À part évidemment, c'est des amis qui me font rencontrer d'autres amis. Mais sinon, dans mon approche, moi, je préfère rencontrer des gens dans des partouzes ou les gars, parce que nous, on est les rois des partouzes. Mais sinon, des amis aussi, ça peut être intéressant. Ou même des fois, de faire des plans cul. Et ben, à un moment donné, tu as toujours plusieurs les mêmes harems à qui tu fais des rapports sexuels. Et je me dis, au moins, si je commence au moins une relation sexuelle, c'est déjà comment les relations sexuelles saines seront posées. Mon statut chirurgique sera posé, ma bipolarité sera posée. Au moins le problème, voilà, c'est pas que quand on commence une petite relation, voilà, là, j'arrive presque à 40 ans, je vais pas commencer à faire ça. On va aller boire un café dans le café, on va aller au cinéma, on va se faire des petits trucs. À un moment donné, non, moi j'essaie de la voiture que je vais d'abord commander d'occasion pendant quelques semaines quand même. Donc, moi je préfère comme ça. Voilà. On se fréquente, on peut peut-être boire un coup à l'occasion, mais on passe vite fait sur le lit, parce que c'est là l'essentiel, je trouve, dans une relation. Si le cul n'est pas là, évidemment, peut-être qu'avec les années, le cul n'est pas toujours présent, mais si ça n'a pas cette alchimie sexuelle dès le début, je vois pas comment un couple peut durer, hein, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, après, évidemment, moi, j'ai pas eu des grandes histoires d'amour, mais d'ailleurs, ils étaient plutôt merdiques sexuellement. Mais justement, moi, non, fais ça maintenant. Je couche avec des mecs avec qui j'ai des plans réguliers et avec qui on a des atomes crochus. Puis au bout d'un moment, je me dis, je vais faire des rencontres. Hein. Et puis je me dis, au moins, avec des gars comme ça, le cul, au moins, ce sera bien. Dans un premier temps, évidemment, après, dans 10 ou 15 ans, évidemment, il y aura d'autres choses. Mais je trouve c'est important pour moi d'être à l'aise dans sa sexualité, de ne pas avoir de tabou et de rencontrer un partenaire
un partenaire comme moi, actif, passif, versatile. Voilà. Avis aux amateurs, ceux qui me regardent. Voilà, moi je cherche vraiment que des gens actifs, passifs comme moi, pas que des passifs étalés comme une mort vivante sur une étoile inactif, ou un actif Brutus qui veut te bourriner, 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 bourriner. On a l'impression qu'il va te transpercer les entrailles tellement que c'est un gros bourrin. Donc là, tout ça, ça c'est next, ça. Que les actifs, que les actifs, que les passifs. Next. On cherche des rencontres, voilà, où on se fait l'amour mutuellement, et ça c'est le plus important. Et ça c'est meilleur, ça en plus. Les plans durent plus longtemps, c'est plus charnel, c'est plus voilà. Et voilà, la parenthèse gay et la parenthèse et puis un petit peu de parenthèse peut-être homosexuelle, parce que il y a quand même beaucoup de discrimination dans le fait d'être séropositif, mais quand mes amis m'en parlent, moi j'ai pas trop ce souci, mine de rien, quand même, parce que pas la tête, parce qu'il y en a qui me disent oui, t'as une belle gueule, t'es jeune et tout ça, tu verras dans 20 ans. Bah, pour l'instant j'ai jamais eu peut-être, ce serait mentir, mais peut-être en 3 fois j'ai peut-être bah non, ça va me gêner, ou sans, je suis pas ça, mais ça m'affecte absolument pas, moi. Je dis bah, c'est leur choix, voilà, bah, tant mieux pour eux, tant pis pour eux, ou quelque chose, alors qu'elle est préservatif, mais bon. Enfin bon, déjà, si les mecs comme ça commencent à te casser les couilles avec une sérodiscordance, les rapports sexuels vont être très compliqués à faire mettre des préservatifs. D'où moins l'importance d'avoir des rapports avec une personne qui a le même statut sérologique que moi, qui prend une trithérapie, qui est indétectable. Et du coup, on peut avoir des rapports ensemble. Et après, moi, ma façon de limiter mes risques, en fait, déjà, j'avale pas, le mec se finit pas en moi. On fait hyper attention. Et ça, c'est une façon de limiter les risques. Après, les gens peuvent prendre des PrEP, hein. Ça, c'est clair, quand on sait qu'on a des rapports à risque, on va voir son médecin. Donc moi, je vais voir mon médecin, en l'occurrence, de toute façon, j'ai une trithérapie. Mais indétectable, pas transmissible. Donc ça, c'est des avancées hyper importantes, quoi. Donc, d'où l'importance de connaître sa sérologie et de ne pas s'y prendre trop tard. Parce que j'entends la PrEP, c'est une grande mode, la PrEP. Mais à un moment donné, voilà, si tu prends souvent des ports à risque, peut-être se donner les moyens de prendre un rendez-vous avec un malin. Déjà, les associations, elles aussi, qui sont arrangées pour distribuer des préservatifs, qui sont là pour l'écoute, qui font des groupes de parole et tout ça. Et eux, peut-être qu'ils peuvent t'aider à prendre rendez-vous. Là, je conseille de faire des tests sérologie et VIH, tests rapides. Ils en font à Aide. Ils sont à côté de chez moi, rue Churchill. Ils sont très très gentils. Il y a une nouvelle équipe dynamique et tout ça. Et je pense que moi, je m'amuserais pas à faire mon test quand même, moi, tout seul chez moi. Voilà, là, il y a une équipe, ils sont là formés pour ça. Des fois, il peut y avoir aussi des personnes qui sont concernées. Donc, du coup, avec leurs mots aussi, dédramatiser ça et tout ça. C'est très très important. Faut vraiment, voilà, vraiment des structures rangées. Pas prendre le test et faire le test comme ça. On sait jamais que ce qui se peut prendre par la tête, c'est comme assez violent, comme voilà. Après, les rendez-vous se font quand même au CHU assez rapidement, mais quand même. Moi, je me rappelle, oui, c'était pas folichon, quoi. Donc, mais enfin bon, avec une bonne trithérapie, une bonne hygiène de vie, et en tout cas, moi, ça m'a pas changé ma vie, hein, depuis 2000, depuis tant d'années que voilà, j'ai pris mes comprimés. Je sais que j'ai fait des erreurs parce que j'ai pas été dans l'observance. J'ai pas pris mes comprimés correctement à bon escient au bout d'un moment, donc ça m'a vite repris à l'ordre. J'ai eu des petites purpures sur le ventre qui sont passées. C'est moi, quand j'ai été diagnostiqué positif, en fait, c'est ça en fait, hein. J'ai commencé à avoir des grosseurs, des boules sur les bras, des grosses boules, très douloureuses, hein, et du purpura sur le corps, quoi. Donc, et je me rappelle quand je suis allé voir mon médecin traitant à l'époque, parce que j'étais auxiliaire de vie à l'époque, je revenais d'une garde, j'avais dormi mal toute la nuit, des courbatures et tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, je suis des allergies alimentaires, je me dis, ça y est, j'ai mangé un truc auquel que j'aurais pas dû, ça y est, encore pour ta goule. Et ben non, je suis allé voir mon médecin traitant tout de suite, et elle m'a dit, oh là là, écoute, moi, si j'étais toi, là, ça a l'air d'être
Ça a l'air d'être... Non, on m'a fait faire une prise de sang dans la même journée. Donc, je suis allé faire une prise de sang. Le matin, je suis allé la chercher. Je suis allé après chez mon médecin traitant qui m'a dit, oh là, bah David, je pense qu'elle se met sans douter à ce moment-là. Mais moi, j'étais tellement jeune à ce moment-là que j'ai perdu. Comme j'étais dans l'anorexie et la boulimie à l'époque, pour 1m80, je faisais, on va dire, 1m80, je faisais presque 68 kilos, 63 kilos. Ah bah j'ai des photos, vous voyez, j'étais luc. Donc du coup, voilà, j'avais des troubles alimentaires. Et moi, je pensais que j'avais la leucémie. Mais tu vois, c'est des trucs complètement invraisemblables. Je me dis, oh, ça y est, j'ai atteint, mon organisme a atteint le seuil maximum. Pour moi, c'était ça, quoi. Donc, mon médecin a dit, il faut absolument aller aux urgences. Il va être pris en charge de tout ça. Et on va lui faire prise de sang. Et ça n'a pas loupé, d'ailleurs. J'ai été pris assez rapidement, mais à l'époque, j'étais pris assez pour des cobayes. Hein. J'avais beaucoup d'internes qui venaient me voir, soulever machin, regarder les purpura que j'avais entre les jambes et tout ça. C'était un peu, bah, de toute façon, c'est un peu leur métier, voilà. Moi, je suis pas pudique, donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est assez violent quand même hein, quand on se retrouve comme ça. Moi, je suis resté quand même 7 jours avant de connaître la vérité. Et je suis arrivé un mardi. J'ai changé de service et le jeudi, j'arrivais aux maladies infectieuses tropicales. Alors déjà, dans ma tête, maladie infectieuse tropicale, déjà, dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut pas être la leucémie. Puis dans ma tête, j'étais en train de retracer. Oh, qui c'est qui aurait pu me contaminer? Évidemment, je l'ai su, évidemment, avec ce qui s'est passé. Voilà. Et on m'a refait un test et tout ça, et évidemment, il est positif. J'avais mes charges virales à l'époque, elles étaient... je crois que j'avais 150 € de charge. Ma charge virale était indétectable plus, évidemment. Et mes CD4, mes défenses immunitaires, et je crois qu'ils étaient à 100, ouais, 120. Ils se demandaient comment j'arrivais à tenir debout. Donc ça c'était un jeudi. Et puis le vendredi, ils savaient les résultats et ils me disaient mais vos parents vont venir vous chercher. Comment on procède en fait? Vous voulez que je les prenne à part pour en discuter avec eux ou moi c'est le docteur Abgegen qui me suit sur Angers. Et d'ailleurs il est très très gentil. Et je dis non parce que moi en fait j'ai pas de tabou avec mes parents donc sans filtre. Je ne cache jamais rien à mes parents. Et mes parents rentrent dans la pièce quoi. Voilà. Je devais partir juste après hein, parce que voilà tout était bien. Et voilà l'annonce commence à se faire. Et puis mon médecin me dit oui c'est grave mais ça va se soigner. Et je vois mon père se décomposer. Et c'est ça en fait qui est dur parce que je n'ai pas cherché à l'avoir, on me l'a transmis de façon ignoble. Et j'ai envie de crime quand je vois la personne qui m'a violé par rapport à ça. J'ai envie de crime, c'est clair et net. Avec le temps, non, c'est calmé. J'ai pardonné en fait parce que ça sert à rien de vivre dans la haine et moi j'ai pas envie de vivre avec ça. Mais quand j'ai su par la suite qu'il continuait à propager et à donner son VIH à n'importe qui, ça me fait de la peine et je me dis que en plus il y a une recrudescence en plus en ce moment où les gens pratiquent des pratiques sexuelles, chum, produits, tout ça, 3 et ou avec la G et là ils font n'importe quoi et c'est clair qu'avec ce genre de produits là, la G et la 3, tu ne protèges pas, tu es complètement désinhibé. Et il y a une recrudescence justement par rapport à ça. Et c'est dommage, quoi, parce que franchement, on a fait des avancées, voilà. Et c'est dommage. Donc je voulais clôturer ça avec... attends, je vais mettre sur le côté. Je vais clôturer ça pour le VIH, parce que j'ai envie de parler de VIH aussi, comme c'est important. Et vraiment remercier les 3 personnes qui ont maintenant ce téléphone aussi. Patricia, Ludovic et puis Magali. Franchement, c'est ce que j'attendais en fait. Me créer un réseau et de pouvoir échanger. Alors maintenant j'ai une voiture, voilà, depuis aujourd'hui. Je loue une voiture sur les parcs automobiles sur Angers. Ça s'appelle Cities. Ils ont des Kangoo, des Clio, des Twingo et autres. Et donc, et moi j'ai un parking automobile juste à côté de chez moi, donc pouvoir
Ouais, c'est ça en fait qui manquait. Dans les anciennes vidéos, je l'avais dit ça. J'avais dit ça, faut que je fasse des... Je veux pas racheter une voiture parce que ça m'intéresse pas, puis ça coûte trop cher. Et puis là, j'en ai pas besoin de plus de 10 heures par mois. Mais je vais pouvoir rebouger, quoi. Je vais pouvoir retourner voir mes amis. Parce que moi qui me suis renfermé depuis des années dans ma maladie. Et puis les personnes qui me connaissent, qui m'ont connu, j'en connais d'autres, hein, des gens qui m'ont connu quand j'étais amoureux, on va dire, de cette personne à La Rochelle, toutes les amies qui me regardent de La Rochelle, bah, quand ils ont connu cet David-là à La Rochelle, c'est pas du tout le même David à l'heure actuelle. Ça, c'est là ce que vous voyez personne, c'est une personne sous traitement qui a des hauts, des bas et bah, qui a retrouvé sa joie de vivre. En fait, c'est moi qu'on puisse dire, et qui est enfin lui-même et qui a mis des années avant d'être traité. Et c'était compliqué. Donc, par rapport au traitement, donc je fais ma tentative de suicide. Mon copain de La Rochelle à l'époque appelle les pompiers, je me fais interner à Sésame. Avant, je passe par la case prise, passe SHU, j'arrive à m'échapper. Donc, il me faut une prise, il m'endort pendant 3 jours. Je me réveille dans une salle capitonnée. Je peux vous dire que le choc quand tu travailles dans une salle comme ça, t'es dans le brouillard, mais tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas ce qui. J'ai 3 jours de blanc. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me dis, bah, j'ai peur, quoi. Je me dis, alors, puis je psychote grave. Hein, alors, j'étais en train de taper dans la porte. Alors, à l'époque, je disais, bah, j'ai pas d'assurance, je peux pas rester ici, je vais pas pouvoir payer. Puis j'ai mon chien et mon chat à domicile. Il faut absolument que je rentre et tout ça. Alors, évidemment, il était niette. Donc, ils m'ont laissé toute la matinée dans la chambre. À peu près, en fin de matinée, ils m'ont laissé sortir en peignoir. J'étais complètement hagard. Déjà, j'arrivais plus à me souvenir comment je m'appelais. C'était la mémoire est revenue petit à petit. Hein. Ah bah j'ai un trou noir, bah, s'il y avait que seul trou noir dans ma vie, avec la maladie, c'est un peu compliqué. Parce que comme je perds beaucoup de mémoire quand même, mine de rien. J'écris beaucoup justement, mais il y a des choses avec les médicaments qui, dans le passé là, il y a des choses qui se sont passées. Bah, je peux vous dire concrètement, les 2 dernières années, les 3 dernières années que j'ai passées, à part des flashs de travail et tout ça, je me souviens de rien du tout presque. Des petits flashs par-ci par-là. Imaginez avant. Avant, j'étais dans une relation amoureuse. J'allais à La Rochelle aussi. J'étais complètement défoncé parce que je me faisais l'automédication. Plus les crises de bipolaire, parce que maintenant on le sait, mais voilà, c'était aussi ça là-dedans. J'étais en grande souffrance. J'ai fait souffrir des gens malheureusement. Bon, c'était des amours avec moi. Ils se sont très bien occupés de moi. D'ailleurs, j'embrasse Marie et Bernard de La Rochelle, Caribou aussi, Carole aussi. Je vous embrasse énormément parce que franchement, je me rappelle de vous, mais pas clairement en fait, à cause des médicaments, bah il y a des choses que j'ai des briefs, mais voilà. Donc voilà. J'aimerais un jour que vous connaissiez le vrai David et ça ferait plaisir de pouvoir échanger. Voilà. Ça me ferait plaisir parce que là avec la voiture je vais bouger donc ça me ferait plaisir de vous revoir même une après-midi tout ça pour voir une vraie personne qui est bien dans sa tête. Donc c'est très intéressant voilà. Mais je peux pas exprimer de regrets parce que je suis pas conscient quand j'ai vécu des choses affreuses aux gens. J'ai conduit dans des états épouvantables quand je faisais Angers-La Rochelle à l'époque, je faisais des grands trajets. J'étais complètement shooté, je faisais des crises d'hystérie, de mal-être et tout ça. Donc de toute façon, c'est un peu pour ça aussi que ma relation s'est arrêtée parce que c'est pas possible de vivre avec quelqu'un comme ça. Et puis là, j'étais dans une relation aussi avec quelqu'un et j'ai préféré mettre un terme aussi. Un terme parce que bon, j'ai pas de secret, hein, c'était un plan cul que je voyais régulièrement depuis 7-8 ans. On se voyait 3 fois dans l'année. Et puis là, ça, incessamment sous peu, là, il me dit, il me fait des déclarations d'amour et puis il me dit, voilà, je suis amoureux de toi et j'aimerais m'engager avec toi dans cette relation et ta bipolarité, la sérologie me fait pas peur. Bah j'écoute, moi j'ai pas de sentiment amoureux pour l'instant avec toi. J'ai envie pourquoi me lancer dans une relation? Pourquoi pas? Faut se lancer des fois dans la vie. Faut changer, faut se donner des challenges, même si c'est sentimental. Et puis là le mois de novembre, parce que là on est le 27 novembre et on est peut-être le. Et quelle heure il est? Je sais même pas quelle heure il est. Je vais vous dire ça. Il est minuit, presque. Il est 3 heures du matin. Voilà, il va être 23. Il est le 28 janvier.
28 novembre encore. Et ben, alors, le bilan des médicaments pour la bipolarité. Déjà en mois de 2016 c'était le déni, donc j'ai hors de question qu'on me donne des médicaments. Moi je me sentais très très fort, j'avais pas besoin de personne, je me sentais gérer la situation. Bon, avec le recul c'était une catastrophe, c'était catastrophe. Ah bah c'est sûr, des fois j'y arrivais, mais sans médicaments je pouvais pas m'en sortir, parce que les médicaments que je prends ça me permet de me réguler, le lithium aussi, voilà, donc c'est hyper important. Si j'avais pas ça, bah voilà, je suis passé dans des phases, voilà. Et puis l'année dernière, j'ai fait une grosse crise. Et puis, je faisais des crises. De toute façon, si je faisais pas 5-6 crises dans le mois, c'était compliqué, quoi. Alors, je me fâchais avec la famille, je me fâchais avec les amis. C'est difficile à comprendre, hein, quand tu es quelqu'un qui est toujours hystérique ou mélancolie, voilà, c'est ça. Donc, c'est au bout d'un moment, ça fatigue les gens, hein, ça peut se comprendre. Hein. Au bout d'un moment, il commence à nous casser les couilles, lui. Hein. Donc, je m'étais dit, bah, je vais retourner au Sésame. Donc, je suis retourné au Sésame en novembre dernier. Et elle m'a pas proposé tout de suite des médicaments. Elle m'a dit, bah, ce serait bien déjà qu'on se voie, voilà, toutes les semaines. Donc toutes les semaines jusqu'à de septembre, bah, on va dire à mi-novembre. Je l'ai côtoyé énormément. Et ça m'a fait énormément de bien. Attendez, on va faire la musique. Hop là. Hop là. Ça m'a fait énormément de bien. On va couper ça, parce que j'aime bien un peu mettre loin de moi en fond, c'est... J'aime bien, c'est ma séance préférée. Ça, j'en parlerai un petit peu parce que du coup, on m'a donné des astuces et tout ça, mais ça, moi, tu mets Louane, tu mets. J'ai ramené un peu les CD qui peuvent me faire du bien, mais j'en parlerai tout à l'heure. Là, on est sur le bilan, on va pas tous s'espacer parce que, en fait, je fais pas de trame, moi, je fais la vidéo à l'arrache comme ça, parce que je veux que ce soit spontané, pour que ce soit quelque chose de calculé à écrit. Donc après, à force, je m'améliorerai peut-être par rapport à dire des choses et tout ça. Donc c'était difficile pour moi parce que ça a été du positif, parce que bah voilà, on m'a tendu la main, je l'ai enfin tendu parce que ça faisait depuis 2004 à peu près que je tendais pas la main à personne, que je m'automédicamentais tout seul. Donc c'était évidemment catastrophique, hein. Je faisais crise sur crise, avec la famille, je me clashais sans arrêt, je me repliais sur moi-même, les repas de famille j'en ai pas fait pendant je sais pas combien de temps, parce que moi il y a des